Imaginez, vous tenez une bouteille, mais à l'intérieur, ce n'est pas seulement une boisson. C'est un secret séculaire qui nourrit un empire de plusieurs milliards de dollars. Comment est-ce possible? L'histoire des affaires recèle des énigmes qui ont été gardées non pas simplement pendant des siècles, mais comme le trésor le plus précieux, accessible aux seuls initiés. Et le plus étonnant, leur véritable puissance ne réside ni dans l'or, ni dans les ingrédients, mais dans un art virtuose du mythe, dans la maîtrise de ces fils invisibles qui relient la marque à la conscience de millions de personnes. Pendant plus de 100 ans, Coca-Cola a cultivé une véritable aura d'inaccessibilité autour de sa recette, transformant une simple liste de composants en un secret commercial inviolable, digne de légende et de spéculation. Réfléchissez-y. Qu'est-ce qui a le plus de valeur, la formule réelle ou l'idée de sa valeur inouïe? Il est évident que pour des millions de personnes achetant cette boisson chaque jour, c'est précisément l'idée de son unicité et de son inaccessibilité qui est déterminante. Cette idée ne crée pas seulement de la demande, elle forge un attachement émotionnel profond, transformant le produit en une part de l'histoire personnelle et du patrimoine culturel. L'histoire de cette boisson, ce n'est pas la chimie ni la physique, c'est de la pure psychologie et un marketing virtuose. Le mystère est devenu l'actif immatériel le plus précieux, ravivant constamment l'intérêt de millions de consommateurs, tel un chuchotement énigmatique qui pousse chacun à tendre l'oreille, cherchant à capter des fragments de savoirs anciens. La compagnie semblait murmurer « Nous détenons quelque chose que vous ne trouverez nulle part ailleurs », et ce murmure se répandait à travers le monde, créant une aura d'exclusivité impossible à reproduire. Et pourtant, à l'origine, la formule, c'était juste une recette. Une simple recette de l'apothicaire John Pemberton, créée en 1886, sans aucune intention stratégique de secret global, croyez-le. Juste un remède contre les maux de tête né dans une modeste pharmacie et non dans un laboratoire secret visant la domination mondiale. Le docteur Pemberton n'aurait probablement jamais imaginé que sa modeste invention deviendrait le sujet de tant de légendes. Mais comment est-ce devenu le Saint Graal? Le point clé est qu'avec l'arrivée d'Asa Candler, qui a acquis la société en 1889, une transformation délibérée a commencé. La recette, d'une simple série d'instructions, est devenue un véritable artefact sacré. C'est Candler, doté d'un flair entrepreneurial incroyable, qui a vite compris. L'exclusivité était la clé. Il a décidé de restreindre l'accès à la formule, posant les premières pierres du futur mythe, tel un architecte édifiant les fondations d'une cathédrale grandiose mais invisible. Il a compris que l'unicité de la perception était plus importante que l'analyse chimique. Les premières mentions d'une protection rigoureuse de la recette sont apparues au début du XXe siècle. La société a commencé à insister. Seuls quelques initiés connaissaient la composition complète, lui conférant le statut d'une connaissance ésotérique réservée aux membres d'un ordre secret. Cet ordre, bien sûr, était composé de dirigeants de l'entreprise, mais pour le public, cela sonnait bien plus intrigant, comme s'il s'agissait des gardiens d'une sagesse antique. Cette politique a bien sûr été renforcée par des mesures juridiques. Pourquoi ? Pour empêcher les fuites et la copie. Les avocats de l'entreprise ont travaillé sans relâche pour protéger ce secret, créant une barrière légale autour de l'aura de mystère. Mais voici le secret. La véritable complexité de la recette était grandement exagérée. La réalité s'est avérée bien plus prosaïque que la légende créée. De nombreux experts affirmaient que les composants principaux étaient connus, mais ce n'était pas là l'essentiel. L'essentiel était la croyance. Et au fil des ans, la légende de la formule aux 7X, cachée dans un coffre-fort inaccessible, a pris des proportions véritablement épiques. Elle est devenue une partie intégrante de l'identité de la marque, une sorte de saint Graal commercial, scintillant dans l'obscurité des coffres bancaires. Ce mythe était si puissant que même les tentatives de copie semblaient de pâles imitations, dénuées d'âme. L'apogée de cette stratégie est survenue en 1925. Choc. L'entreprise a scellé le seul exemplaire connu de la formule dans le coffre-fort de la Trust Company Bank à Atlanta. Ce fut un événement marquant, symbole d'une ère de secret absolu. Le public en a eu connaissance, ce qui n'a fait qu'intensifier le sentiment de mystère. Chaque déplacement de la formule, transfert vers un nouveau coffre, extraction temporaire, était orchestré avec une telle pompe qu'il s'apparentait à une cérémonie d'État. Imaginez, des gardes armés, des voitures blindées, des itinéraires minutieusement planifiés, comme si l'on transportait non pas du papier, mais des armes nucléaires. Démontrant au monde entier, ce n'est pas qu'un simple papier avec des ingrédients,
C'est un patrimoine inviolable, gardé par des dragons. Le secret ne protégeait pas seulement la recette de la concurrence, il créait un puissant sentiment d'unicité du produit, poussant les consommateurs à croire en sa supériorité inégalée, tel un élixir magique réservé aux seuls élus. Les campagnes marketing y faisaient souvent allusion, mais ne la révélaient jamais. Vous entendez? Jamais. Maintenant, l'intrigue est nourrissant la curiosité du public, tel un conteur habile qui ne termine jamais son récit, laissant les auditeurs avides de la suite. Cette approche a transformé une simple boisson gazeuse en quelque chose de bien plus grand, une énigme que chacun voulait résoudre, mais que personne ne parvenait à percer. Cette approche a permis à Coca-Cola d'éviter la guerre des ingrédients. L'accent a été déplacé de la composition chimique vers le lien émotionnel et l'attrait mystique de la marque. Les concurrents, en tentant de reproduire le goût, ont dépensé d'énormes ressources en analyse et en développement. Ils ont analysé chaque molécule, essayant de décrypter la composition chimique, mais ont toujours échoué à reproduire cette magie. Mais pouvaient-ils reproduire la magie? Jamais. Parce que la magie résidait dans le mythe lui-même et non dans le sirop. Ils couraient après un fantôme sans comprendre sa nature. Ils ont tenté de copier le corps, mais ne pouvaient saisir l'âme. Et vous vous souvenez de l'histoire du New Coke en 1985? Quel événement! Ce fut la confirmation la plus éclatante de la puissance de ce secret. La tentative de modifier la formule a provoqué une telle vague d'indignation, une telle colère chez les consommateurs, que l'entreprise a été contrainte de revenir à la version classique. Les gens ont protesté, ont appelé les lignes d'assistance, ont écrit des lettres, ont organisé des manifestations exigeant le retour de leur Coke, prouvant que pour les consommateurs, la recette n'était pas seulement un goût, mais une partie d'un code culturel profondément enraciné dans leur conscience. Cet épisode a montré, les gens n'apprécient pas la composition elle-même, mais l'idée d'immuabilité et d'unicité que la compagnie a cultivée pendant des décennies. Incroyable, mais vrai. Ce fut une véritable leçon pour les spécialistes du marketing du monde entier. Parfois, le plus précieux n'est pas le produit, mais l'histoire qu'il raconte. C'est ainsi que la formule est devenue non pas un actif matériel, mais un fondement invisible sur lequel une marque colossale a été bâtie. Sa valeur se chiffre en centaines de milliards de dollars. C'est le mythe de la formule qui a permis à Coca-Cola de dépasser le simple produit pour devenir un phénomène culturel, un symbole du rêve américain, de la mondialisation et même de la nostalgie. Il se propage à travers le monde, telle une vague imparable, baignant les rivages de tous les continents. L'évolution de cette stratégie de secret, d'un détail insignifiant à la pierre angulaire de la marque, démontre une maîtrise sans précédent dans la gestion de la perception et la création de valeur à long terme. À une époque où l'information est devenue universellement accessible, Coca-Cola continue de garder son principal secret. Confirmant, dans le monde des affaires, certaines légendes sont bien plus puissantes que n'importe quelle réalité, tels des mythes anciens qui ont résisté à l'épreuve du temps et nous influencent encore. Et ce mythe continue d'opérer, faisant de chaque bouteille non pas une simple boisson, mais une partie d'une légende mondiale, un mécanisme génial. Comment la Coca-Cola Company gagne des milliards sans posséder d'usine? Imaginez, l'une des plus grandes corporations mondiales, dont les produits sont littéralement dans chaque recoin de la planète, possède un nombre infime d'usines de production de ces boissons. Comment est-ce possible? Passant de l'aura mystique de la formule à la structure pragmatique de la corporation, nous découvrons quelque chose de vraiment étonnant. La puissance financière de Coca-Cola repose sur une division du travail géniale. Entre deux entités en fait indépendantes, mais interconnectées, comme deux rouages parfaitement ajustés, dans un mécanisme complexe et éternellement en marche. Ce n'est pas une simple division, mais une répartition stratégique des rôles qui a assuré à la compagnie une croissance et un contrôle sans précédent sur le marché mondial. La Coca-Cola Company est, par essence, le gestionnaire de marque, l'architecte de l'empire, le producteur du concentré. Le centre stratégique qui s'occupe de la propriété intellectuelle, du marketing et de l'approvisionnement, de ce même sirop secret. C'est le cerveau qui élabore les idées, crée les images, façonne la stratégie globale. Quant à l'argent réel, plus précisément, sa génération directe sur les marchés locaux, elle provient d'un vaste réseau d'embouteilleurs indépendants. Voyez-vous la différence? Ils achètent le concentré, l'embouteillent, le distribuent et vendent le produit final. Ils sont le système sanguin vivant de l'entreprise, les innombrables artères nourrissant chaque cellule de cet organisme mondial.
Sans leur travail, le concentré resterait une simple boisson sucrée, n'atteignant jamais le consommateur. Ce modèle dual, mis en place dès la fin du XIXe siècle, est devenu l'une des solutions commerciales les plus efficaces de l'histoire des corporations. Elle a permis une mise à l'échelle avec des investissements en capital minimaux de la part de la société mère, à l'image d'un stratège habile qui étend son empire en déléguant des pouvoirs aux troupes de première ligne. Ce fut si visionnaire que cela suscite encore l'admiration. Lorsqu'Asa Candler, en 1899, a vendu les droits d'embouteillage de la boisson, pour $1 symbolique, à Benjamin Thomas et Joseph Whitehead, il a réalisé une percée. Cette avancée a déterminé la future expansion mondiale, transformant une affaire de quelques centimes en une mine d'or. À première vue, cela semble fou. Vendre les droits d'une idée aussi prometteuse pour une somme si modique, mais Candler voyait bien au-delà. Ce contrat, qui semblait étrange au départ, a permis à la Coca-Cola Company d'éviter d'énormes dépenses de construction d'usines, de logistique et de distribution à travers le pays, puis le monde entier. Comme s'il avait transféré un lourd fardeau sur les épaules de milliers de volontaires avides de succès. Au lieu de cela, ces coûts et risques ont été assumés par les nombreux embouteilleurs qui ont investi leurs propres fonds dans l'équipement, le personnel et le transport, devenant essentiellement des franchisés, les capitaines locaux du navire Coca-Cola. Cela a permis à la compagnie de se concentrer sur son cœur de métier sans être distraite par les complexités opérationnelles. Ainsi, la Coca-Cola Company s'est concentrée sur ce qu'elle sait faire de mieux, la création d'un produit unique, le sirop, et un marketing sans précédent qui façonne la demande des consommateurs. Tel un chef d'orchestre dirigeant un immense orchestre jouant la même mélodie reconnaissable dans le monde entier, il crée la mélodie, et les embouteilleurs l'exécutent, assurant l'harmonie sur tous les marchés. Les relations entre la compagnie et les embouteilleurs sont régies par des contrats complexes et à long terme. Ils garantissent des territoires exclusifs, mais établissent également des normes de qualité strictes et une politique de prix pour le concentré, assurant l'ordre au sein de cet immense empire. Ce n'est pas un simple partenariat, c'est un système de contrôle et d'incitation méticuleusement élaboré qui fonctionne comme une horloge. Les embouteilleurs, opérant des centaines d'usines à travers le monde, représentent le maillon à forte intensité capitalistique de cette chaîne. Responsables de la production de milliards de bouteilles et de canettes, ainsi que de la logistique complexe jusqu'à chaque point de vente, accomplissant un travail titanesque auquel nous ne pensons même pas. Ils sont une immense armée qui livre le produit à chaque village, à chaque ville, le rendant accessible à tous. Mais voici le point clé qui vous surprendra. C'est précisément l'activité liée au sirop, gérée par la société mère, qui était la plus rentable au monde. Pourquoi ? Parce qu'il exige un minimum d'investissement en immobilisation et présente une forte valeur ajoutée, transformant le concentré en quelque chose d'approchant l'or liquide, embouteillé en fût. Le coût de production du concentré est relativement bas, tandis que son prix de vente aux embouteilleurs, incluant la valeur de la marque et le soutien marketing, est considérablement plus élevé. Cela génère des bénéfices colossaux qui affluent directement dans les caisses de la maison mère, comme une rivière abondante. Chaque millilitre de sirop rapporte des bénéfices à la compagnie, sans les coûts liés à la production du produit final. Historiquement, ce modèle a assuré à la compagnie un flux de trésorerie stable, lui permettant d'investir dans l'expansion mondiale, l'innovation et, bien sûr, dans des campagnes marketing continues qui soutiennent le mythe. Cela lui a donné la capacité non seulement de survivre, mais de prospérer sur un marché en constante évolution. Cette structure a créé un effet de synergie. Les embouteilleurs ont eu accès à une marque de renommée mondiale et à un puissant soutien publicitaire. Et la Coca-Cola Company a obtenu un réseau de distribution mondiale sans avoir besoin de posséder directement les actifs. Une symbiose idéale où chacun y trouve son compte. Pendant des décennies, ce modèle s'est constamment adapté, notamment par l'acquisition puis la revente de certains embouteilleurs par la compagnie elle-même. Dans quel but ? Pour optimiser les opérations et améliorer le contrôle de la chaîne d'approvisionnement, démontrant flexibilité et pensée stratégique. C'était comme le réglage fin d'un mécanisme complexe où chaque élément doit fonctionner parfaitement. La génialité financière de ce système à deux niveaux réside dans la minimisation des risques opérationnels pour la société mère en les transférant aux partenaires locaux, tout en maximisant les profits de la propriété intellectuelle, un coup de génie digne d'un grand maître des échecs anticipant le jeu sur des dizaines de coups. Ainsi, la Coca-Cola Company ne vend pas seulement une boisson, mais l'idée elle-même. La marque, l'histoire, encapsulée dans un concentré qui se transforme ensuite en des milliards de boissons à travers le globe.
Ce mécanisme financier unique est devenu l'un des principaux moteurs de la croissance et de la domination sans précédent de la compagnie sur le marché mondial des boissons. Assurant stabilité et rentabilité pendant de nombreuses décennies, créant un empire bâti sur le sirop et les rêves plutôt que sur la brique et le béton. C'est un empire qui n'a pas de frontières et ne nécessite pas d'énormes actifs matériels pour exister. L'influence du colosse. Comment la Coca-Cola Company redessine la carte de la planète? Retenez votre souffle. Imaginez une entreprise qui, pour produire sa boisson iconique, consomme tellement d'eau et de sucre qu'elle modifie littéralement le paysage de pays entiers et impacte la vie de millions de personnes. Ce n'est pas une métaphore. Le parcours historique de Coca-Cola vers le statut de l'une des plus grandes corporations de la planète est inextricablement lié à son influence constante sur les marchés mondiaux des ressources clés, l'eau et le sucre. Cette influence se fait sentir sur chaque continent, des petits villages aux immenses mégalopoles. L'eau. Apparemment la ressource la plus accessible, mais en réalité, c'est un élément critique et de plus en plus rare. Coca-Cola, consommant des volumes colossaux, est devenu un acteur majeur dans la lutte pour les ressources en eau à travers le monde, tel un géant assoiffé de nectar dans le désert. Des milliers de litres sont utilisés quotidiennement pour la seule production de la boisson, sans parler des autres produits de l'entreprise. Tout au long de son histoire, la compagnie a été contrainte de bâtir des chaînes logistiques et de production complexes pour assurer un approvisionnement ininterrompu en eau potable à des milliers de ses usines dans le monde, telle une armée ravitaillant ses avant-postes dans les recoins les plus reculés. Pour cela, il a fallu construire des prises d'eau, installer des stations d'épuration, ce qui représente en soi un immense projet d'infrastructure. Dans certaines régions, particulièrement dans les pays en développement, la consommation d'eau massive par les usines Coca-Cola a conduit à des débats publics, à des accusations d'épuisement des nappes phréatiques locales et à des protestations écologiques, transformant l'eau, don de la nature, en pomme de discorde, d'où ne jaillissent que des conflits. Imaginez des exemples en Inde, en Amérique latine, en Afrique. Dans des villages où il y avait auparavant des puits, les habitants ont été confrontés à l'assèchement des sources et devaient ne parcourir des kilomètres pour obtenir de l'eau potable, tandis qu'une usine voisine continuait de fonctionner. Les ressources en eau, accessibles aux populations locales, sont devenues l'objet d'un intérêt corporatif, provoquant une tension sociale comparable à une lutte pour la survie. Quel est le prix de cette soif? Le prix peut être très élevé, troubles sociaux, conflits, détérioration de la qualité de vie des populations locales. La compagnie, pour sa part, a toujours insisté sur son engagement en faveur d'une gestion durable de l'eau, investissant dans des technologies de purification, la reconstitution des ressources en eau et des programmes d'économie d'eau. Ce fut une réponse à la pression publique croissante, une tentative de racheter ses fautes et de construire des ponts. Il lance des programmes de restauration des nappes phréatiques, construisent des puits communautaires. Mais les critiques soutiennent que ces mesures sont insuffisantes pour compenser l'ensemble du volume consommé. Cependant, son statut de l'un des plus grands consommateurs d'eau au monde fait de ses actions dans ce domaine un sujet d'attention soutenue et de critique constante de la part des organisations écologiques, comme si elle était constamment sous le microscope du contrôle public et que chacune de ces étapes était minutieusement analysée. Cette pression constante exige de la compagnie qu'elle soit plus transparente et responsable. Une influence similaire, sinon plus profonde, est exercée par Coca-Cola sur les marchés mondiaux du sucre, étant l'un de ses plus grands acheteurs industriels. Depuis son invention, la boisson a nécessité d'importants volumes d'édulcorants, et la compagnie a activement participé à la formation des chaînes d'approvisionnement mondiales en sucre de canne et de betterave, le transformant d'une simple culture agricole en une denrée stratégique sur laquelle sont bâties les économies. Imaginez, d'immenses plantations, couvrant des milliers d'hectares, sont cultivées spécifiquement pour satisfaire la demande de géants comme Coca-Cola. Son influence financière lui a permis de dicter les conditions aux fournisseurs, stimulant le développement de l'industrie sucrière dans divers pays, mais aussi en créant des tendances monopolistiques, telle une main invisible dirigeant un vaste marché du sucre. De nombreux producteurs de sucre sont devenus entièrement dépendants des commandes des grandes corporations. Dans les pays producteurs de sucre, tels que le Brésil, le Mexique, l'Inde, les Philippines, la présence et les achats de Coca-Cola ont eu et continuent d'avoir un impact colossal sur les paysages agricoles et l'économie, les remodelant à son image, laissant derrière elle des champs de monoculture. Cela signifie que d'immenses territoires sont utilisés uniquement pour la culture du sucre, ce qui entraîne une perte de biodiversité et un épuisement des sols.
La dépendance de régions entières à la production de sucre pour des géants comme Coca-Cola a souvent conduit à la spécialisation de l'agriculture, à la réduction de la biodiversité et à des conséquences sociales pour les agriculteurs, les laissant piéger dans une monoculture douce mais monotone. Les agriculteurs, qui cultivaient auparavant diverses cultures pour la consommation locale, sont contraints de se tourner vers la canne à sucre pour survivre, devenant partie d'une chaîne mondiale contrôlée de l'extérieur. Historiquement, la compagnie a activement fait pression sur les politiques gouvernementales liées aux subventions sur le sucre, aux droits d'importation et aux accords commerciaux. Dans quel but? Pour assurer des prix stables et avantageux pour les matières premières, tissant une toile d'influence enveloppant des gouvernements entiers. Cette influence s'étend des champs au cabinet ministériel. L'influence de Coca-Cola sur les marchés du sucre s'est manifestée non seulement par des achats directs, mais aussi par la formation des préférences des consommateurs. Maintenant, une forte demande pour les boissons sucrées, ce qui, à son tour, a stimulé la production de sucre, créant un cercle vicieux. Et qu'est-ce que cela signifie pour notre santé? Au cours des dernières décennies, avec l'augmentation des préoccupations concernant la santé publique et l'épidémie d'obésité, la compagnie a été confrontée à des pressions. On l'appelle à réduire la teneur en sucre de ses produits et à diversifier son portefeuille. Mais son rôle historique dans la formation du marché mondial du sucre est incontestable, comme une empreinte laissée sur le sol qu'il est impossible d'effacer. Le contrôle de ses ressources vitales, l'eau et le sucre, est devenu non seulement une nécessité opérationnelle, mais aussi un actif stratégique, permettant à Coca-Cola de maintenir sa domination mondiale et sa puissance financière, tels les deux piliers sur lesquels repose son empire. Ainsi, l'histoire de Coca-Cola est aussi l'histoire de la façon dont une corporation a appris à gérer les ressources naturelles et les chaînes agricoles, les transformant en milliards de bénéfices et exerçant une influence significative sur la structure socio-économique de nations entières, changeant le visage de la planète par une gorgée d'eau sucrée. Ce n'est pas seulement une boisson, c'est une force capable de changer le monde, le standard d'or de Wall Street. Pourquoi Warren Buffett aime tant Coca-Cola? Comment l'un des plus grands investisseurs de tous les temps a-t-il transformé 1 milliard en des dizaines de milliards, en détenant simplement les actions d'une seule compagnie? Passant de la base de ressources au sommet financier, les actions de The Coca-Cola Company, cotées sous le symbole KO à Wall Street, constituent l'un des exemples les plus frappants de stabilité, de résilience et de création de capital à long terme dans l'histoire boursière. Ce ne sont pas de simples titres, c'est un symbole de fiabilité et de prévisibilité dans un monde rempli de turbulences financières. L'histoire des actions KO est une chronique de croissance constante et de paiement de dividendes qui, pendant des décennies, ont attiré des investisseurs à la recherche non pas tant d'une ascension fulgurante que d'un havre sûr pour leurs capitaux, tel un phare en mer orageuse indiquant le chemin. Dès les premières étapes de sa cotation publique, les actions de Coca-Cola se sont avérées être une valeur sûre, blue chip, capable de résister aux tempêtes économiques. Des grandes dépressions aux guerres mondiales et crises financières, telle une roche inébranlable contre laquelle se brisent les vagues de bouleversement. Ces actions ont traversé de nombreux cycles économiques, continuant de générer des revenus pour leurs propriétaires. Le facteur clé de l'attrait de KO pour les investisseurs est son envergure mondiale et la puissance de sa marque. Ils assurent une demande stable pour les produits, quels que soient les cycles économiques, à l'image d'un printemps éternel dans le monde de la finance, où il y a toujours une récolte. Que l'économie mondiale se porte bien ou mal, les gens continuent de boire du Coca-Cola, assurant à l'entreprise un flux de revenus stable. Le phénomène Coca-Cola en tant qu'investissement ne peut être abordé sans mentionner Warren Buffett, le légendaire Oracle d'Omaha. Sa possession des actions KO pendant plusieurs décennies est devenue un exemple classique d'investissement réussi, un standard d'or de patience et de clairvoyance admiré par des générations d'investisseurs. Buffett a déclaré à plusieurs reprises que Coca-Cola est une entreprise qu'il comprend et en laquelle il croit. Buffett a commencé à acquérir activement des actions Coca-Cola à la fin des années 1980, investissant environ 1,3 milliard de dollars. Et depuis lors, cette position demeure l'une des plus importantes et des plus rentables de son portefeuille Berkshire Hathaway, portant ses fruits pendant des décennies. Il a acheté des actions quand beaucoup doutaient et a prouvé qu'il avait raison. Sa philosophie d'acheter d'excellentes entreprises à des prix équitables a parfaitement coïncidé avec les caractéristiques fondamentales de Coca-Cola, une marque forte, des flux de trésorerie prévisibles et une présence mondiale. Tout ce qu'il appréciait le plus.
Buffett a toujours recherché des entreprises avec des produits simples, faciles à comprendre et un fort avantage concurrentiel. Pour Buffett, Coca-Cola représentait l'incarnation du fossé économique. C'est un avantage concurrentiel durable qui permet à l'entreprise de protéger sa part de marché et sa rentabilité contre les assauts des concurrents, telle une forteresse imprenable, entourée d'un profond fossé que personne ne peut franchir. Ce fossé, c'est la reconnaissance de la marque, la distribution mondiale, la fidélité des consommateurs, des éléments impossibles à copier. La principale source d'attrait des actions KO pour les investisseurs à long terme réside dans son histoire continue de paiement et d'augmentation des dividendes. Elle dure depuis plus de 60 ans, ce qui en fait un aristocrate du dividende couronné de stabilité. Cela signifie que l'entreprise ne se contente pas de verser des dividendes, mais les augmente annuellement pendant de nombreuses décennies, ce qui est une rareté sur le marché. Ces dividendes, régulièrement versés aux actionnaires, transforment les actions Coca-Cola en une puissante machine à créer du capital stable, surtout pour ceux qui les réinvestissent pendant des décennies, laissant le capital travailler pour eux, tel un jardinier assidu. Chaque dividende reçu, étant réinvesti, achète encore plus d'actions qui, à leur tour, génèrent de nouveaux dividendes, créant un effet boule de neige. L'effet des intérêts composés, se manifestant au travers de décennies de réinvestissement des dividendes, a permis à de nombreux investisseurs de transformer de modestes investissements initiaux en des fortunes très considérables, comme cultiver un arbre puissant à partir d'une petite graine qui, avec le temps, porte d'abondants fruits. C'est une leçon de patience qui apporte d'énormes récompenses. Vous serez surpris. Même si le rythme de croissance de l'entreprise elle-même ralentit, le flux stable de dividendes continue d'assurer la rentabilité, ce qui est particulièrement précieux pour les fonds de pension et les investisseurs individuels axés sur le revenu passif, comme une source inépuisable de vitalité jaillissant de la terre. Les dividendes de Coca-Cola deviennent une source de revenus fiable permettant aux investisseurs de vivre des intérêts de leurs placements. L'analyse des performances des actions KO montre que l'entreprise fait preuve d'une grande résistance à l'inflation. Étant donné que ces produits sont des biens de consommation courante, dont le prix est relativement facile à ajuster sans baisse significative de la demande, tel un matériau élastique capable de s'adapter à toutes les conditions. Les gens sont prêts à payer un peu plus pour leur boisson préférée, ce qui protège l'entreprise de la dévaluation monétaire. La dynamique à long terme des cotations OKO reflète non seulement les succès financiers de la compagnie, mais aussi sa capacité à s'adapter aux goûts changeants des consommateurs, en diversifiant son portefeuille de boissons et en élargissant ses marchés, faisant preuve de flexibilité et de prévoyance. La compagnie cherche constamment de nouvelles niches, introduit de nouveaux produits pour rester pertinente. Coca-Cola est devenu un symbole non seulement du capitalisme mondial, mais aussi de la longévité en matière d'investissement, confirmant l'idée de Buffett selon laquelle détenir des parts dans de grandes entreprises est le chemin le plus sûr vers la prospérité financière. Pour de nombreux investisseurs, les actions KO ne sont pas de simples titres, mais une partie d'un héritage familial transmis de génération en génération, confirmant son statut d'héritage éternel sur le marché boursier, des joyaux qui ne ternissent pas avec le temps. Le contexte historique d'investissement dans Coca-Cola montre, parfois, les entreprises les plus simples et compréhensibles, dotées d'une marque puissante et d'une portée mondiale, s'avèrent les plus rentables à long terme, confirmant la sagesse de la détention patiente, qui est valorisée plus que les gains rapides. C'est une leçon que tout investisseur débutant devrait apprendre, un héritage qui façonne l'avenir. Nous avons parcouru le chemin du secret de la recette à la domination mondiale. Mais que reste-t-il au bout du compte lorsque l'éclat du marketing cède la place à l'analyse froide ? En conclusion de notre immersion historique dans le monde de Coca-Cola, nous constatons que ce n'est pas qu'une simple histoire de boisson, mais une épopée grandiose de génie entrepreneurial, de mystification marketing et de domination financière. De sa genèse dans une pharmacie d'Atlanta à sa domination sur les marchés mondiaux, le parcours de Coca-Cola est un témoignage éclatant de la puissance des actifs immatériels, tels que la marque et la perception, qui se révèlent souvent plus puissants que les richesses matérielles, comme des fils invisibles régissant le monde. C'est l'histoire de la façon dont la création et la gestion habile de mythes peuvent mener à un succès incroyable. La stratégie de cultiver le mystère autour de la formule a transformé une recette ordinaire en un saint Graal, générant loyauté et un intérêt inépuisable. Il alimente encore aujourd'hui sa renommée mondiale, tel un feu éternel qui brûle sans bois. Ce secret est devenu un aimant attirant des milliards de consommateurs.
Le modèle génial de division de l'activité entre le producteur de sirop et le réseau d'embouteilleurs indépendants a permis à la compagnie de se développer mondialement, minimisant les risques de capital et maximisant la marge du produit principal. Représentant un exemple d'art commercial qui a bouleversé les conceptions traditionnelles de la production. Ce fut une décision qui a assuré une expansion mondiale sans coûts excessifs. Cette architecture financière a permis à Coca-Cola de devenir l'une des entreprises les plus rentables, prouvant que parfois, l'actif le plus précieux n'est pas les usines, mais la propriété intellectuelle, les idées qui animent le monde, et non les machines. C'est un puissant rappel de la force de la pensée et de l'ingéniosité humaine. L'influence de la compagnie sur les marchés mondiaux de l'eau et du sucre révèle l'interdépendance complexe entre la puissance corporative, l'utilisation des ressources naturelles et les conséquences socio-économiques pour des régions entières. Montrant que même une boisson peut remodeler les paysages et les destins, laissant derrière elle non seulement des sensations gustatives, mais aussi des changements réels et profonds. Ce n'est pas seulement une influence économique, c'est une influence sur la vie de millions de personnes, sur l'écologie de la planète. Ces interrelations nous rappellent la profonde responsabilité qui incombe aux géants, capables de façonner non seulement les habitudes de consommation, mais aussi des industries entières, devenant une force motrice de changement irréversible. Et cette responsabilité exige d'eux une réévaluation constante de leurs actions. Et enfin, le phénomène des actions KO à Wall Street et la foi inébranlable d'investisseurs tels que Warren Buffett, il démontre comment la stabilité, la portée mondiale et de généreux dividendes peuvent transformer une entreprise en une machine à créer du capital éternel, capable de résister à toutes les tempêtes. Cela prouve qu'une pensée à long terme et la foi dans les valeurs fondamentales peuvent apporter des fruits incroyables. L'histoire de Coca-Cola n'est pas seulement la chronique d'une boisson. C'est une leçon profonde sur la puissance de la marque, le génie du marketing et un héritage insaisissable qui continue de façonner notre présent et notre avenir. C'est un exemple vivant de la manière dont une entreprise peut devenir une partie du tissu culturel de l'humanité entière.